Éric Piolle est notre invité ce matin, maire Europe Écologie Les Verts de Grenoble. Éric Piolle, bonjour. Bonjour. Loi sécurité globale. La majorité parlementaire suspend l'article 24. Il sera réécrit dans sa totalité. Alors fallait-il le réécrire ou le retirer ? Bon, je crois qu'il n'y a rien à garder finalement dans l'état d'esprit de cette loi. Oui. C'est assez dramatique. Nous avons de fait un problème aujourd'hui avec la façon dont est commandée la police. C'est ce qu'a dit Gérald Darmanin hier. Le commandement. Oui, Gérald Darmanin, c'est le premier commandant. Oui, c'est le pompier pyromane. C'est-à-dire qu'il est dans cette politique spectacle. Je m'étais offusqué quand il était nommé chez vous d'ailleurs, parce que le signal, ne serait-ce que pour le droit des femmes, était désastreux. Il est dans cette politique spectacle. Il fait le tour des faits divers. Et là, il a fait clairement une proposition de loi qui est en dehors des clous. Nous devons garder de la hauteur. Alors est-ce qu'il faut la retirer ? Évidemment qu'il faut la retirer. Évidemment qu'il faut la retirer. Gérald Darmanin doit démissionner, c'est ce que vous demandez ou pas ? En tout cas, il n'aurait jamais dû être nommé. Redisons-le. Après ça, c'est la responsabilité du président de la République. Et il a fait des choix. Je m'étais exprimé dessus en nommant Gérald Darmanin. Et pourquoi ? Parce que c'est finalement cette logique sécuritaire qui habite le débat public, qui fracture. Nous devons prendre de la hauteur et nous rassembler. Pour cela, il faut que la police soit connue et reconnue. Et pour cela, il faut déjà la respecter. Il y a plus de 20 millions d'heures supplémentaires qui ne sont pas payées aux policiers. Ils ont des conditions de travail très compliquées. J'ai une pensée pour les victimes des violences policières. On l'a vu, le journaliste, on l'a vu, ce producteur. J'ai une pensée aussi pour les policiers qui sont blessés. Et là, nous devons prendre de la hauteur et ne pas nous laisser entraîner dans cette fracturation de la société. Les policiers et gendarmes, dans leur majorité, les policiers et gendarmes défendent cet article 24 de la loi sécurité globale. Oui. Vous ne les entendez pas ? On entend que leurs conditions. Ils défendent cet article. Que leurs conditions de travail sont exprimantes. Moi, je suis au contact des policiers toute la journée. La BAC, la BST, les agents de police sur le terrain, notre police municipale. Quand on est maire, on est au contact de la sécurité et du pouvoir régalien. Mettez-vous à leur place. Accepteriez-vous que votre image soit diffusée ? C'est déjà aujourd'hui nous avons déjà un cadre législatif pour réprimer cela. Et donc, quand on fait une loi sur la sécurité, il faut qu'elle soit à l'image de ce qu'elle dit, à savoir qu'on prenne de la hauteur. Où est la justice là-dedans ? Où est le continuum de sécurité là-dedans ? Où est l'égalité du territoire régalien ? Gérald Darmanin, c'est lui qui propose aujourd'hui, qui fait le tour de France pour aller voir des maires en disant moi je mettrai des moyens si vous mettez des moyens. L'État régalien, il ne doit pas s'appliquer en fonction de la situation, de la couleur politique de tel ou tel. Il doit s'appliquer partout pareil. Donc on voit en fait c'est tout son corpus. À Grenoble, à Grenoble, il vous a envoyé 14 ou 15 policiers de plus. Quand il m'a attaqué, j'ai été défendu de François Barouin à tous les maires de France urbaine, de Gaël Perdriau à Johanna Roland, juste parce que tous les maires disent oh là, respectez les élus, l'État régalien, il s'applique partout pareil. Bon, mais pénaliser la diffusion malveillante de l'image des forces de l'ordre, en quoi est-ce que c'est choquant ? C'est déjà, en fait, il y a déjà, quand il y a des incitations à la violence, c'est déjà pénalisé. Donc là, aujourd'hui, il y a 2 tiers. Imaginons deux tiers des Français. L'image malveillante d'un prof, par exemple. Je prends volontairement cet exemple. Vous seriez le premier à hurler. Il y a déjà un cadre. Mettez-vous à la place des policiers et gendarmes. Je mets à leur place. Je suis avec eux sur le terrain. Ce qu'ils vivent face au trafic de drogue, ce qu'ils vivent dans l'exposition des ordres qui leur sont donnés dans les manifestations, je suis là. Alors, est-ce qu'ils sont suffisamment protégés aujourd'hui ? Aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens de faire leur travail correctement. Voilà. Il y a un problème de doctrine, ils ne sont pas formés. Est-ce qu'ils sont suffisamment protégés ? Est-ce que leur image est suffisamment protégée ? Est-ce que le cadre légal permet de le faire ? Oui. Aujourd'hui, oui. Vous trouvez que le cadre légal permet de le faire. Par contre, moi, je veux une police qui puisse, qui soit respectée, qui puisse aussi accueillir les femmes qui sont victimes de violences, qui soit bienvenue dans tous les quartiers et qui soit respectée dans
tous les quartiers, mieux formés, qui puissent meilleur recrutement, qui puissent juger, poursuivre la délinquance du quotidien, mais aussi l'évasion fiscale. Bref, une police qui soit gardienne de la paix. Et pour cela, il faut la formation. Vous savez qu'en France, c'est la formation d'un policier, c'est moins long que celle d'un CAP. C'est 4 fois moins long que la formation d'un policier en Allemagne. Nicolas Sarkozy a détruit l'organisme de formation de la police. C'est là que nous devons remettre des moyens. Si nous respectons les policiers, moi je respecte foncièrement la police, hein, nous devons remettre un cadre de formation pour leur permettre de faire leur travail correctement. Vous écrivez, Éric Piolle, je vous cite, « En République, la police protège les citoyens. Dans la France de Macron, ce sont les citoyens qui se protègent de la police. » Est-ce que vous le pensez vraiment ? La loi qui a été écrite là par Gérald Darmanin, c'est bien cela qu'elle donne partout comme impression. Quand vous avez 2 tiers Donc des Français... ce sont les citoyens qui se protègent de la police. Ce sont les citoyens qui doivent avoir peur de la police. Aujourd'hui, il y a 2 tiers des Français de moins de 35 ans qui n'ont pas confiance dans la police. C'est un problème majeur. Nous devons renouer ce lien de confiance. J'ai grandi, moi, à côté d'un commissariat. C'était notre environnement. Quand on voyait un policier quand j'étais ado, ben, ça donnait confiance. Voilà. Aujourd'hui, je constate que 2 tiers des jeunes de moins de 35 ans... Vous comprenez qu'on ait peur de la police aujourd'hui ? Aujourd'hui, vous comprenez que vous avez vu lorsqu'on est un dealer, on est pas la question là est pas sur le deal. Hein. D'abord, les dealers, malheureusement, ils n'ont pas trop peur. Ils n'ont pas trop peur de la police, malheureusement. C'est tout Par contre, quand dans les manifestations sociales, effectivement, les gens ont peur et qu'il y a des blessés, je crois que nous avons là un problème. Et ce problème-là, nous devons le traiter en respectant la police, ses missions régaliennes. Prenons de la hauteur. Ce qui m'attriste là, c'est que nous sommes quand même à 1 mois et demi de l'attentat contre Samuel Paty, qui a coûté la vie à Samuel Paty, un peu moins de celui de Nice. Il y a là une nécessité en fait d'unir le pays, comme nous l'avons été en 2015. Or, qu'est-ce qu'on voit dans cette période? C'est que le président de la République, finalement, par son action, en laissant ses fers de lance... fracture le pays, c'est ce que vous écrivez. Fracture le pays. C'est ce que vous écrivez. Moi, je crois dans le génie français à se rassembler derrière un projet, je vais vous en parler. Qui unit. Nous allons en parler. Nous allons en parler, Éric Piolle. La semaine prochaine sera présenté le projet de loi renforçant les principes républicains. Il est indispensable, ce projet de loi ? Nécessaire. Là aussi, je pense qu'on se trompe. Le terme qui avait été choisi, le séparatisme, normalement, vous savez, c'est géographique. Donc déjà, je pense qu'il y a une erreur de terminologie. Mais il a été abandonné. Oui, mais ça montre bien d'ailleurs que le président de la République se trompe. Hein. Il n'est pas solide sur les bases. Or, nous avons besoin de solidité sur les bases de notre République. Voilà. Le reste, la lutte contre les religions politiques et l'islam politique, elle est claire. La lutte contre le djihadisme, elle est claire. La loi de 1905 sur la liberté de conscience et l'exercice du culte, elle est claire. Et donc là-dessus, nous avons une histoire. Nous avons un arsenal législatif suffisant. Bien sûr. Bien sûr. Ce qui nous manque, en fait, c'est la capacité et la volonté de le mettre en œuvre au quotidien. Voilà. Ce qui nous manque, en fait, c'est cette ambition de nous dire... Quoi, c'est une autorité ? C'est une autorité ? On manque d'autorité ? C'est une prise de hauteur, effectivement, une autorité, une capacité à rassembler, et c'est de se dire que, en fait, nous avons la capacité, nous avons l'enthousiasme aussi d'être ensemble. Nous avons cette joie et cet enthousiasme d'être français et d'être citoyens du monde, à la fois de porter un projet qui nous rassemble et d'avoir une voix qui porte à l'extérieur. Nous avons cela, effectivement. J'observe la propagation d'un poison, c'est ce que vous écrivez, celui de la fracture. Il divise et paralyse l'ensemble de la société au moment où les défis et les périls appellent un sursaut. C'est ce que vous écrivez. Vous êtes écologiste. Vous avez entendu ce qu'a dit Anne Hidalgo sur BFM TV. Est-ce que vous avez un problème républicain chez les écologistes ? Je laisse, moi, ceux qui ont des préjugés, je leur laisse leurs préjugés. Moi, je suis très clair sur la République. Là, Anne Hidalgo, a fait une sortie de route sur la base d'un mensonge, hein, disons-le, puisque vous savez que derrière, c'est un problème de vote électronique qui a touché la droite, le Parti socialiste et les écologistes. Donc, se servir d'une fake news pour faire une attaque, c'est une sortie de route. Voilà, on va pas y passer la nuit, mais clairement, c'est une sortie de route. Alors, à travers ce texte, vous vous positionnez, vous essayez de rassembler tous les humanistes, ce que vous appelez l'arc humaniste. C'est très intéressant. Éric Piolle, j'ai quelques questions à vous poser. Il y aura sur le terrain purement politique, il y aura une primaire du pôle écolo, j'ai compris, qui aura lieu avant le 30 septembre prochain. C'est bien cela. Est-ce que vous y participerez ?
Je construis le collectif. Vous m'avez posé la question la dernière fois. Je crois que je vous avais renvoyé au printemps prochain. Je vais vous renvoyer à nouveau au printemps prochain. Par contre, cette détermination à se dire que cet arc humaniste, ça fait 10 ans. On est bien d'accord. Ça fait 10 ans. Est-ce que vous serez candidat à cette primaire? Je vous répondais au printemps prochain. Là, c'est le temps du collectif. Vous n'avez pas décidé, alors que vous Moi, je suis avez déjà ingénieur. décidé. Vous savez, je suis ingénieur, donc j'avance, j'ai des projets, je regarde, j'ai une stratégie. Et cette stratégie, celle qui m'anime depuis mon engagement politique depuis 10 ans, c'est de me dire que nous, les humanistes, nous avons une responsabilité, fédérée derrière un projet pionnier, et nous avons une capacité, parce que je crois que ça correspond à une majorité culturelle. Les Françaises et les Français, nous ne voulons plus être juste traités comme des homo economicus. Nous pensons que nous valons plus que ça, que nous cherchons des actions de sens, que quand on produit quelque chose, on regarde comment on le produit, que quand on l'achète et quand on l'échange, on regarde à qui on l'achète et à qui on l'échange, on prend plaisir à échanger, qu'on retrouve ce sens-là partout dans nos activités économiques, que notre fibre culturelle s'élance toujours. C'est mon engagement, c'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses ma vie professionnelle. Rendez-vous ici même au printemps pour votre candidature. D'ici là, il y a énormément de travail parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent à ce collectif. Éric Piolle, candidature à la primaire pour l'élection présidentielle. Pardon, je suis allé un petit peu vite. Est-ce qu'il y aura, Jean-Luc Mélenchon ou pas, une candidate ou un candidat écologiste à la présidentielle? Il y aura une candidature, c'est ça qu'il nous faut construire. Il y aura une candidature. Jean-Luc Mélenchon fondée sur l'écologie politique. Jean-Luc Mélenchon, il a recueilli 7 millions de voix lors de l'élection 2017. Bon, je crois que beaucoup peuvent être un peu déçus de se dire qu'il reste dans ce rapport de lui au peuple sur la base de ces 7 millions et sur la base de son projet. Je crois que quand on a fait 7 millions de voix, on peut gagner à s'inscrire dans un collectif. On ne peut pas avoir peur du collectif parce que là, le but est d'aller plus loin. Voilà. Donc moi, je travaille à un rassemblement qui va du Parti Socialiste à tout au parti de la France Insoumise, on verra ce qui sera décidé, et qui dépasse le cadre politique, parce qu'il nous faudra les organisations non gouvernementales, il nous faudra les mouvements sociaux, il nous faudra les syndicats, non seulement pour créer cet enthousiasme, ce qui nous inspire, regardez tout ce qui nous rassemble, et cette envie de faire ensemble, mais également pour la mise en œuvre d'un projet de transformation, pour l'emploi, pour l'environnement, pour la justice sociale, pour les libertés publiques, pour la démocratie, pour la culture en France. Nous avons besoin, nous ne pouvons pas juste nous cantonner à la sphère politique. Et d'ailleurs, on l'a vu avec à la fois le pacte du pouvoir de vivre et plus jamais ça, les associations, les ONG et les syndicats ne sous-traitent plus, nous disent plus ok, les politiques, on vous fait confiance. Ils disent, non, en fait, on va regarder ce que vous faites parce que on s'est quand même planté déjà beaucoup et on n'a pas envie de revivre ni les échecs de 2002, ni les victoires au goût amer de 2012. Alors je suis têtu, est-ce qu'il y aura une candidate ou un candidat écologiste à la présidentielle? C'est ce qui a été choisi par le Conseil fédéral d'Europe Écologie. Il y aura donc un candidat écologiste. Ou une candidate. Ou une candidate, évidemment. Ou une candidate, évidemment. Alors, vous venez de créer une association de financement pour recueillir l'aide financière de celles et ceux qui souhaitent vous voir avancer en politique. Vous voir président, c'est cela, comment s'appelle-t-elle? La maison du moment opportun. C'est cela? Kairos et Tchéa. Ça mixe deux choses. Oui. Vous savez que j'adore l'histoire, la culture gréco-latine. Donc là, le Kairos, c'est le temps opportun. Et Tchéa, bon, c'est les racines basco-béarnais. Et donc, Etchea en basque, c'est la maison. Donc c'est la maison du temps opportun. Non, c'est une association de financement pour pouvoir faire avancer, travailler. Vous savez qu'il faut que les choses soient claires et qu'elles soient claires également financièrement. Nous avons gagné avec la loi de transparence sur la vie publique. Il nous faut continuer là-dessus. Et donc, pour permettre des déplacements, pour aller rassembler et faire ce travail-là, il faut quelques moyens. Et il y a beaucoup de gens qui souhaitent participer à cela. Donc, c'est l'occasion, avec Kairos et Tchéa, de leur donner les moyens de faire avancer ce projet. Donc, vous faites avancer ce projet, votre candidature, et ce que vous avez écrit, raviver le génie français, c'est cela. Oui. Ça veut dire quoi, raviver le génie français? On ravive la flamme, vous savez. Le 18 juin 2019, au Mont-Valérien, j'étais avec Hubert Germain, dernier compagnon de la libération français, encore vivant. Et nous ravivions la flamme ensemble avant de rentrer dans la crypte avec le président de la République.
je crois que cette histoire symbolique, quand nous ravivons la flamme, là, c'est aussi le fait qu'on renaît, nous sommes en capacité de renaître sur la base de notre histoire, puisant dans notre histoire, de nous projeter vers l'avenir. La République vacille ? Je crois que le président de la République n'est pas très solide sur ses bases, effectivement. On l'avait vu même au niveau du Covid, entre nous sommes en guerre et puis après la crise est finie, ces changements de ministres en pleine crise. On le voit là avec les positions qu'il prend, qui viennent presque à démentir les ministres qu'il a lui-même nommés et qu'il a lui-même armés. Voilà, je crois qu'il nous faut effectivement un peu de cap là-dessus, un peu de volonté aussi, à se dire que nous avons la capacité de faire de belles choses ensemble. La vaccination, le Covid-19, ou la Covid-19, comme on voudra, la vaccination, en priorité les résidents des EHPAD, c'est ce que préconise la haute autorité de santé. C'est une bonne décision, c'est une bonne recommandation ? Oui, d'abord, il faut souligner l'effort scientifique incroyable qui a été fait. Enfin, moi, je suis scientifique. Vous êtes scientifique. Justement, je voulais vous parler de cela. Je me dis, c'est quand même incroyable. Il y a une maladie émerge dans le monde. Moins d'un an après, nous avons une communauté scientifique qui a produit un certain nombre de vaccins. Alors, on ne connaît pas encore leurs résultats de phase 3, quelles conséquences, vous pourrez vacciner etc. vous-même ? Quand arrivera mon tour, si les résultats sont probants, évidemment. D'abord, il faut vacciner les personnes vulnérables. Bien sûr. Je pense qu'évidemment, priorité à cela. Il faut attendre les résultats parce que là aussi, il faut regarder la science. Donc, n'allons pas trop vite. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'en moins d'un an, nous en soyons déjà là. J'espère que ça va aller au bout. La vaccination, dans l'histoire, au XXe siècle, c'est 300 millions de morts sur la variole. La variole est éradiquée de la surface de la Terre en 1977. Ça, c'est la vaccination. 300 millions de morts. Tout d'un coup, on dit, ben voilà, nous avons réussi, grâce à la vaccination, à éradiquer une maladie de la Terre. Donc, la vaccination dans notre histoire, c'est absolument extraordinaire. Et donc, si elle est en moins d'un an... Évidemment. Non, je vous dis ça parce que évidemment, chez les écologistes... Il y a deux chemins. Il y a le traitement et la vaccination. Piolle, je vous dis ça parce que chez les écologistes, beaucoup sont anti-vaccins. Vous le savez. Non, je pense que dans la population française, de façon générale, effectivement, le nombre de personnes, c'est pas chez les écologistes, c'est pas chez les écologistes, c'est partout dans la population. Il y a des gens qui se sont même exprimés. Il y a des gens qui sont réticents, députés européens, sur la vaccination. Il faut juste regarder que dans l'histoire, la vaccination est un progrès. À tous ces réticents, regardons juste le fruit de la science. Voilà, ça a sauvé des dizaines de millions de vies, des centaines de millions de vies. Encore une fois, je le redis, 300 millions de morts sur la variole au XXe siècle. Donc c'est une histoire qui a un peu plus de 200 ans, la vaccination dans le monde, et qui continue de produire des effets positifs un peu partout. Voilà. Après, est-ce que ça veut dire que ça marche tout le temps ? Non. Voilà, comme toujours dans la médecine, comme toujours dans la science, il y a un rapport entre les coûts, les bénéfices, les risques et les avantages. Ce qui est important pour nous, là, c'est de se dire que si nous avons une solution, comme pour l'instant les traitements, même si la prise en charge est améliorée, c'est pas encore le top. Si nous avons une vaccination, ça nous permettra de reprendre une vie normale. Et pas obligatoire, la vaccination. Pas obligatoire, parce que la propagation, je crois qu'il y a peu de monde qui pousse à la vaccination obligatoire sur ce sujet. Sur d'autres, je me rappelle qu'en France, on avait 3 vaccins obligatoires, maintenant on en a 11. Donc il y a des endroits où la vaccination est obligatoire, surtout pour les jeunes enfants. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est la santé, la démocratie sanitaire. Je crois qu'on est passé à côté de ça un peu avec le Covid. C'est de se dire comment on embarque finalement la population, tous les Françaises et les Français, dans la prise en compte du risque et finalement dans la prise en compte sanitaire. C'est comme ça que ça marche. Beaucoup plus que par obligation. Grenoble, la montagne, les sports d'hiver, bien sûr. Éric Piolle, qu'auriez-vous fait à la place du gouvernement face à la Covid et face aux vacances de sport d'hiver de Noël ? Qu'auriez-vous fait ? Vous auriez fait la même chose ? Là, on est un peu dans l'absurdité des décisions administratives, puisque finalement, les stations sont ouvertes. C'est-à-dire que les endroits où il y a 6 personnes dans un appart, tout serré, on sait comment ça se passe, ça marche. Et donc vous pourrez faire votre fondue et votre raclette dans un appart tout petit, et puis par contre la partie des remontées mécaniques, donc là où finalement il y a peu de risques, sera fermée. Bon, il y a une absurdité, peut-être que ça va changer, au moins que ça soit accompagné.
Après, c'est pas vraiment le sujet en fait sur le Covid. Il faut rappeler qui va au ski. C'est une toute petite partie de la population française. Évidemment, moi je suis à la fois pyrénéen et je vis dans les Alpes. Donc les montagnes et l'économie de la montagne, c'est fondamental dans mon environnement. Mais aussi, je prends de la hauteur et je regarde quels sont les enjeux. Voilà, les enjeux aujourd'hui, on le voit partout dans le pays et c'est beaucoup plus massif que c'est pas un sujet quelques majeur. pourcents. C'est pas un sujet majeur. Merci Éric Piolle d'être venu nous voir ce matin, 8h53, RMC et BFM TV.